Si j'ai à évaluer cette période de 10 ans, je dirais que la Tunisie a gagné ce qu'on appelle la démocratie, la liberté d'expression, mais on peut en discuter après quelles sont les conditions de réussite d'un système démocratique, mais que de l'autre côté, il y a des problèmes économiques qui sont très sérieux et qui appellent à des solutions rapides et radicales. Et que si on continue sur cette lancée, la Tunisie pourrait être dans une situation où le système démocratique peut être remis en question. Et donc, il faut faire attention à cela parce que moi, je pense qu'il faut tenir au système démocratique, mais réaliser les conditions économiques et sociales permettant que ce système démocratique soit durable et pérenne. Oui, moi je le pense réellement, même si beaucoup de gens ont déchanté. Je fais partie des gens qui considèrent que le système démocratique est le meilleur système d'organisation humaine, politique humaine. Et donc, pas du tout, je ne remets pas en cause le système démocratique, au contraire. Mais la démocratie a des conditions un système démocratique a des conditions pour qu'il y ait réussite de ce système. Et ces conditions sont des conditions d'ordre politique d'abord, ensuite d'ordre économique. Les conditions d'ordre politique, le système démocratique est basé sur le vote des citoyens. Et un citoyen doit voter en fonction de son âme et conscience et en fonction des considérations de ses choix, des choix qui sont proposés par les différents partis politiques. Et donc il faut qu'il y ait un choix conscient de la part des citoyens. Je ne suis pas sûr qu'on est arrivé à ce stade, que les citoyens votent en fonction de leur âme et conscience. Ensuite, le meilleur système démocratique, c'est le système d'alternance et de durée dans le mandat. Les gens sont élus pour un mandat, il faut qu'ils aient la durée du mandat pour pouvoir réaliser leurs objectifs. Et ensuite, au bout d'une période, la période du mandat, par exemple 5 ans comme en Tunisie et dans la plupart des pays du monde, il faudrait que les gens sanctionnent cette politique qui a duré pendant 5 ans et qui peuvent appeler à l'alternance. Et la meilleure alternance, les meilleurs systèmes démocratiques, c'est quand on a deux grands partis, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre ou dans d'autres pays, l'Inde, je peux citer plusieurs exemples de pays démocratiques où le choix se fait entre deux grands courants. Peut-être, il y a certains pays où il y a une petite force du centre qui apparaît, qui fait l'équilibre entre les deux partis. Si jamais un des deux grands partis n'obtient pas la majorité absolue, les voix du centre peuvent jouer le rôle d'appoint pour permettre au pays d'être dirigé. L'essentiel, c'est d'assurer la stabilité politique. Et le meilleur système qui assure la stabilité politique, c'est le système démocratique, contrairement à ce qu'on pense. Les gens pensent que le système théocratique est un système qui assure la stabilité. Non. Toutes les études empiriques qui ont été faites, parce que chez nous, en économie, il y a eu beaucoup d'études sur la relation entre le système politique et la performance économique. Donc beaucoup d'études empiriques ont montré que les régimes démocratiques assurent une stabilité de façade et que lorsqu'il y a un changement, il y a un changement brutal. Donc c'est un changement qui n'assure pas la stabilité sur le long terme. Par contre, le système démocratique, quand il fonctionne, même s'il y a de l'alternance, il y a toujours une stabilité, mais la stabilité des institutions. Il y a une stabilité institutionnelle qui fait que l'économie fonctionne, et ce, quelle que soit la majorité. Prenez les pays démocratiques. Aux États-Unis, si vous avez des républicains ou des démocrates, il y a des différences au niveau des politiques publiques, mais il n'y a aucune différence du point de vue de la stabilité des institutions. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'aux États-Unis, quel que soit le président, ce sont les institutions qui font la politique américaine. Et donc, ça, c'est la condition politique pour que le système démocratique puisse réussir. Maintenant, d'ordre économique, il va de soi que le système démocratique suppose, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il y ait des citoyens, des véritables citoyens qui font des choix en fonction de programmes présentés par les partis politiques
Et ce choix aussi doit se faire par des gens qui ne peuvent pas être entrés dans des histoires de financement, pour obtenir tel vote ou tel autre vote. Donc il faut qu'il y ait des citoyens. Et donc il faudrait qu'il y ait de la performance économique. S'il n'y a pas de performance économique, les gens ne croient plus au système politique. Et donc de la performance économique, c'est-à-dire il faudrait que le pays se développe, qu'il y ait un taux de croissance acceptable, qu'il y ait une politique de gestion des risques sociaux qui existent, et les risques sociaux en Tunisie commencent à apparaître, ils posent maintenant un très grave problème. Et le troisième facteur, le système démocratique suppose aussi qu'il y ait un état de droit. Le système démocratique, c'est le libéralisme. Mais le libéralisme, c'est pas... les gens pensent que le libéralisme, c'est l'anarchie. Non. Le libéralisme a des conditions. Le libéralisme suppose qu'il y ait le respect des règles du jeu. Il faut définir des règles du jeu, et ces règles du jeu doivent être respectées par tout le monde. Si les gens ne respectent pas les règles du jeu, eh bien le libéralisme peut amener à l'anarchie. Ce que nous voyons ici en Tunisie, actuellement, il y a ce risque de passer à l'anarchie parce que les gens ne respectent plus les règles du jeu. Et pourquoi les gens ne respectent plus les règles du jeu? Parce qu'il n'y a pas un État fort, un État de droit. L'État fort n'est pas contradictoire avec la démocratie. La démocratie, c'est de permettre à des personnes de gérer l'État fort, mais l'État doit être fort, et ce, quelle que soit l'équipe dirigeante. Moi, je pense qu'en Tunisie, il y a une intelligence collective. Si vous voyez l'histoire de la Tunisie, on a toujours eu des crises, mais on a toujours su dépasser les crises. Mais cet optimisme n'est pas un optimisme béat. C'est un optimisme calculé et qui dépend de certaines conditions. Il faudrait qu'il y ait tout de suite... Moi, j'ai dit un jour que moi, je suis pour qu'un gouvernement obtienne un vote de confiance pour la période. Parce qu'aujourd'hui, le grand problème, c'est quoi en Tunisie? C'est que vous n'avez jamais un gouvernement qui a une période. Parce que dans le régime démocratique, on est élu pour 5 ans. Et donc, c'est la même majorité qui dirige le pays pendant 5 ans. Il faut qu'il y ait une période pour pouvoir réformer l'économie. Aujourd'hui, en Tunisie, on a des gouvernements tous les 6 mois. Et donc qui gèrent des affaires courantes, parce que les affaires courantes sont très nombreuses, et donc qui appellent un temps, qui consomment un temps fou de la part des décideurs politiques. Et donc il faut absolument qu'il y ait de la durée pour permettre de faire les réformes nécessaires. Donc moi je suis pour un vote de confiance sur 3 ans, sur 4 ans, le même gouvernement, parce que vous changez X par Y, ça ne change rien du tout. Donc il vaut mieux que les gens qui sont nommés restent une période assez longue et qui va permettre donc de réaliser des réformes. La deuxième condition, on ne peut pas imaginer un gouvernement sans que chaque ministre ait un plan concernant son propre secteur. Moi, j'aurais aimé que le ministre de la Santé me donne un plan santé sur une longue période, sur 3 ans, qu'est-ce qu'il veut réaliser. J'aimerais bien que le ministre du Transport nous présente un plan du secteur du transport. Moi, en 2011, quand j'étais ministre du Développement régional, je ne suis resté que 8 ou 9 mois, mais avant de quitter, j'ai laissé un plan de développement régional. Je crois que ça, c'est... Vous voyez, dans les pays, par exemple en France, quand il y a un gouvernement qui est formé, on a toujours plan santé, plan transport, plan... Et aujourd'hui, aucun ministre ne nous présente quelle est sa vision et qu'est-ce qu'il veut faire comme réforme. Et je terminerai par dire que la chose la plus importante, puisqu'on discute beaucoup ces jours-ci à propos du déficit budgétaire, du budget d'État et des lois de finances, on a l'impression que les lois de finances, c'est quelque chose qui va nous occuper pendant un mois et demi, et après, rien du tout. Moi, je suis pour qu'il y ait une loi de programmation financière. Qu'est-ce que ça veut dire, une loi de programmation financière? Cela veut dire qu'il y a une vision sur 3 années, du budget de l'État sur les 3 années, et donc, dans cette loi de programmation financière, le gouvernement annonce ses objectifs, annonce des objectifs chiffrés, pas des objectifs comme on fait maintenant, des objectifs
littéraires qui veulent absolument rien dire. Par exemple, un déficit budgétaire. Cette année, je vais faire tant, l'année prochaine, je vais faire tant, la troisième année, je vais faire tant. Et donc, le vote de confiance, c'est un vote pour la loi de programmation. Et le budget annuel, ce n'est que la traduction annuelle de ce qu'on appelle la loi de finances, la loi de programmation financière. Ça, c'est, à mon avis, c'est très important. Ensuite, il faut qu'il y ait une concertation entre la Banque centrale et le ministère des Finances, une concertation sur les objectifs de politique économique, l'indépendance de la Banque centrale à laquelle je crois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coordination entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Cette action concertée, il faut une action concertée d'assainissement financier qui doit être conduite en tandem aussi bien par la Banque centrale que le ministère des Finances.